Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, on reçoit Amélie Behrens. Allô Amélie. Salut, merci de m'accueillir sur ton podcast. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je vais te demander de te présenter pour notre public. Alors, je suis Amélie, je suis CX Design et coach de carrière. Désolée, je m'habitue de le dire en anglais, du coup, je vais peut-être avoir des anglicismes, ça va peut-être sembler bizarre, mais voilà. Donc, ça fait 12 ans que je travaille dans l'industrie digitale. Donc, j'ai grandi naturellement avec tout ce qui était autour du CX parce que ça m'a passionné très, très rapidement dans mon envie de développer des produits et des services avec un design humain. Et aujourd'hui, j'aide les gens ambitieux, les managers ambitieux à développer leur carrière avec confiance et de la manière la plus humaine qu'il soit, de manière complètement radicale du design humain, du human design. Voilà. Wow, fascinant. Et qu'est-ce qui t'a emmené à devenir coach? C'est quoi le parcours qui t'a emmené là? Eh bien, c'est assez organique en fait, dans la mesure où j'ai commencé dans ma carrière dans le digital pur. J'étais chef de projet, product owner, donc avec l'envie et le besoin de développer des produits, des services. Pour des clients, mais surtout pour des clients finaux. Tu vois, j'étais en agence même au début, puis j'ai travaillé pour des boîtes, etc. Et voilà, j'ai bien grandi dans ce niveau-là. Et c'est là que j'ai découvert le CX et toutes les problématiques de collaboration aussi, parce que ce sont des projets, si on ne collabore pas, on n'y arrive pas. Et donc, c'est des chaînes de construction où il y a la recherche, du prototyping, de l'idéation, etc. Donc, c'est vraiment des processus complexes avec plein de profils différents. Et donc, très vite, on se rend compte de la difficulté que c'est. Il faut beaucoup travailler sur soi pour pouvoir être un bon élément dans une équipe. Et en 2017, j'ai suivi une formation de coaching en leadership pour justement m'aider à aller plus loin là-dedans parce que je commençais à avoir pas mal de seniorité dans mon métier et je voulais être sûre d'apporter les bons outils justement quand on est dans des problèmes de collaboration, ce qui arrive tout le temps en fait. Ouais, que tu sois le meilleur expert au monde, tu auras des problèmes de collaboration. C'est la base. Et donc, cette formation de coaching m'a fait petite émoji avec la tête qui explose. Je me suis rendu compte que c'était incroyable, que c'était tous les outils qui me manquaient. Et j'ai intégré ça au fur et à mesure dans mes méthodes de travail. Donc, je suis consultante depuis plus de 6 ans maintenant. Et vraiment, pour moi, le coaching fait part entière de mon service. Et depuis l'année dernière, j'ai isolé un petit peu cette partie coaching pour l'offrir aussi de manière un petit peu privée, en one-to-one, pour des personnes qui ont ces ambitions, cette ambition dingue de devenir un professionnel dans le CX, de devenir en fait ce qu'il ou elle a envie de devenir, des gens ambitieux qui se sentent un peu coincés, qui ne savent pas trop par où aller quand ils veulent passer par l'action, manque de confiance, manque de légitimité. Et donc, j'ai commencé à offrir hors de mes services de consultance ce coaching one-to-one. Et donc, me voilà, ça c'est le chemin parcouru. Wow. Est-ce que tu dirais à ce moment-là que la différence qu'il y a entre la consultation et le coaching, c'est que le coaching se fait en one-to-one, alors que la consultation peut se faire dans un environnement un peu plus grand? Ouais. Alors, oui, en tout cas, dans mon expérience de consulting, j'ai toujours accompagné des équipes complètes. J'avais un rôle dans l'équipe. En général, j'accompagne. Je ne suis pas le consultant qui fait des slides. Je suis consultant qui accompagne les projets et les équipes tout le long. J'ai rien contre les slides. Hein, c'est pas mon truc à moi. Ouais, je comprends. Et donc, fatalement, je me retrouvais dans le quotidien d'équipe et je me retrouve encore dans le quotidien d'équipe aujourd'hui. Et donc, les one-to-one ont commencé comme ça aussi. Donc, il y avait toute cette approche de comment on collabore tous ensemble. Et puis, de manière individuelle, il y avait des apartés
qui arrivaient parce que voilà, il y avait des challenges spécifiques qui se posaient. Et comme en tant que consultant, tu restes un élément extérieur, quoi qu'il arrive, bah, ça amène à la confidence plus facilement. Les gens, voilà, toi-même, tu sais. Oui, je sais. Donc, et donc, c'était un terrain propice, en fait, pour offrir de l'aide, justement, à ces personnes qui se sentaient peut-être seules dans leur situation, etc. Et donc, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un grand besoin d'aide, qu'en fait, cette solitude ne peut pas perdurer. Donc, le coaching, go, quoi. J'ai pas hésité à proposer mon aide, vraiment. Ouais. Et c'est quoi qui souvent est le déclencheur? C'est quoi qui souvent est que tu rencontres le plus des gens qui viennent vers toi? C'est quoi les problèmes les plus... C'est quoi? C'est parce qu'ils ne savent pas c'est quoi le CX? C'est parce qu'ils ne savent pas comment le rendre? Alors, c'est des problèmes de confiance et de légitimité un maximum, vraiment. Parce que ce sont des gens... en fait, c'est des gens qui veulent déjà, qui en veulent, des gens qui veulent faire des choses, des gens qui ont de l'ambition, des gens qui ne savent pas tenir en place, mais ils sont fatigués par une manière ou une autre parce qu'ils se sont mis dans un, excuse-moi, dans un système, en fait, où ils ne s'épanouissent pas, parce qu'ils n'osent pas forcément, parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité suffisamment pour pouvoir justement amener leurs idées, défendre leurs idées, créer des nouvelles choses. Et donc, ils sont un petit peu usés par un système. Ensuite, voilà, il y a ce manque de légitimité. Par exemple, le CX, OK, c'est pas nouveau, mais ça boom quand même depuis un moment. Et il y a plein de gens qui font du CX depuis des années et qui font du CX. Ils faisaient du CX même sans savoir ce que c'était que du CX. Sauf qu'aujourd'hui, vu que CX, c'est quelque chose, on se dit, oui, mais moi, je n'ai pas de légitimité à être CX. Mais si, en fait, peu importe que tu aies travaillé dans le customer care, dans le marketing, dans le sales, peut-être même dans le légal, qui sait, du moment où ton intérêt était de servir de manière honnête et entière ton client final, tu as déjà le mindset qu'il faut pour laisser. Et donc, il y a pas mal d'accompagnement aussi de mindset, juste pour que les gens prennent confiance que oui, leurs idées et leurs méthodes ont leur place dans l'entreprise, qu'ils peuvent en meeting venir avec des choses nouvelles et de casser un petit peu les habitudes dans lesquelles ils se sont mis d'un point de vue communicationnel, d'un point de vue relationnel avec les autres, etc. Ouais. OK, donc c'est vraiment beaucoup plus le rendu. Ils ont déjà le mindset. Ce que toi, tu fais, c'est travailler pour qu'ils s'affirment avec ce mindset-là et puis qu'ils le présentent, puis ils aient ce bagou-là d'aller de l'avant avec leurs idées. C'est ça? Ouais. Après, parfois, si tu demandais à des nouveaux clients, vous avez déjà le mindset? Ils te diraient, non, attends, moi, non. Sauf que moi, je vois qu'il y a déjà le mindset, je le sens, parce que sinon, il n'y aurait pas cet intérêt, il n'y aurait pas cette curiosité, il n'y aurait pas cette envie d'apprendre, de se développer. Elle est là. C'est comme quand on est inspiré par quelqu'un. On n'est pas inspiré par quelqu'un par hasard. C'est parce qu'on a déjà en nous ce truc et qu'on veut savoir comment arriver à ce résultat-là. Et donc, moi, je suis là pour accompagner et faire, vas-y, moi, j'ai vu ce que tu veux. Allez, viens, on y va ensemble. Ah, intéressant. Ouais. Et généralement, c'est dans quel domaine, dans quel tu veux dire, quelle industrie ou quoi? Dans quelle industrie exactement que tu travailles? Toutes, en fait. C'est ça la magie. D'ailleurs, c'est un des trucs que j'ai adoré avec mon boulot dès le départ, parce que dans le digital et dans le CX, en fait, tu fais ça partout. Partout. Ce sont les mêmes outils, les mêmes méthodes. C'est juste pas les mêmes gens, pas les mêmes produits, pas les mêmes services, mais ça se... Après, je suis sûre qu'il y a des spécificités. Hein. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, moi, j'ai fait... allez, ça fait 12 ans que je travaille. J'ai fait une dizaine d'industries différentes grâce à la consultance. Et jamais je me suis sentie dépassée. Parce qu'en fait, c'est les mêmes méthodes, les mêmes outils. C'est juste que voilà, ça demande un petit peu d'adaptation. Et donc, aujourd'hui, les personnes qui viennent vers moi et qui ont un intérêt dans le CX, ils viennent de choses très, très différentes, que ce soit des petites entreprises comme des très grosses entreprises, que ce soit quelque chose qui soit évidemment humain, parce qu'il y a dans le service, il y a déjà de l'humain, ou alors rien à voir, et qu'on est loin de tout ça, avec des considérations encore je ne sais pas très bien donner comme exemple maintenant, mais des choses où tu n'associes pas forcément le sustainable et l'humain avec. Il y a ça aussi, parce que les gens se disent, je vais changer les choses de l'intérieur, en fait. Parce que, OK, aujourd'hui, mon entreprise ressemble à rien de sustainable et d'humain, mais peut-être que je peux faire une différence. Donc, comme je te disais, c'est des gens qui sont déjà dans
dans le changement et qui ont Ouais. vraiment une ambition, c'est ça. Ils ont compris qu'il y avait une différence à faire et ils veulent être ces agents de changement. C'est juste qu'ils ne savent pas encore comment le faire Comment vraiment. le faire? Ouais. Est-ce que donc à ce moment-là, le challenge, c'est de pouvoir emmener les autres à comprendre que c'est le moment du changement? Ça, c'est une bonne question parce que, ouais, ça, c'est une problématique. C'est comment je convainc les autres. Comment, c'est ce sentiment de solitude qu'ils ont en disant, mais pour moi, ça me paraît évident. C'est ça la solution. Mais il n'y a personne qui m'écoute ou alors ils sont là, oh là là. Et un des challenges au quotidien, c'est de faire face à la résistance de son environnement parce que quand on est un agent de changement, quand on est prêt à déplacer des montagnes, etc., on a en général autour de soi des gens qui sont là, ouh. Ouais. Attendez, parce que c'était bien comme on a fait avant, là, ça a Ouais. toujours fonctionné comme ça. Pourquoi est-ce qu'on va changer? Et on a toujours fonctionné comme ça tout le temps. Mais ouais, Ouais. attends, pourquoi il faudrait tout changer d'un coup? Et ces idées sont intéressantes, mais est-ce que ça va nous rapporter de l'argent, cette histoire? Ouais. Parce que bon, donc il y a énormément de résistance, pour peu qu'on soit quelqu'un de jeune, qu'on soit une femme, tu vois, enfin, il peut y avoir plein d'éléments additionnels au changement qui font qu'on ne te prend pas forcément au sérieux. Ouais. Et donc, ouais, cette résistance, il faut pouvoir y faire face sans gâcher son courage et son envie. Donc, il faut comprendre comment le changement fonctionne, comment on ne peut pas changer les autres. Et ça, c'est le seul truc qu'on ne peut pas changer. Donc, il faut bien qu'on comprenne quelles sont les choses qu'on peut changer en nous pour vivre mieux le changement et la résistance des autres. Ouais. Et accompagner les autres dans des projets, des histoires qui vont faire du sens pour eux, qui vont leur permettre d'être rassurés quand le mouvement commence, quand le changement arrive, et qui vont leur permettre à un moment de se dire, mais en fait, c'est une bonne idée, ça marche pour moi, regarde. Ils ont même l'impression que c'est leur idée à un moment, parce qu'on les a accompagnés dans un langage qu'ils comprennent, dans des environnements dans lesquels ils se sentent en sécurité. Donc, ce n'est pas une petite responsabilité de vouloir changer les choses. Ouais. Et souvent, les gens sont fatigués parce qu'ils ont l'impression de nager à contre-courant. Ouais. Et il y a des outils pour ça, dans communication et aussi, encore une fois, en mindset, mais ce sera ma réponse pour tout ça. Il y a toujours des outils à utiliser pour te permettre d'avancer en douceur. Il ne faut pas oublier que les choses prennent du temps. Ouais. Et que je comprends que ce soit frustrant quand on est déjà au bout, fatigué, usé par les choses. On se dit, bon, maintenant, il me faut la pilule magique, là, ça suffit, j'en peux plus. Mais non, il n'y a pas. Il n'y en a pas, effectivement. Pas avec moi. Est-ce que tu me donnais, par exemple, un exemple de situation, en fait, où tu arrives ou un exemple de manière de travailler la résistance, en fait? Alors, travailler la résistance, ça va commencer par trouver un sujet qui intéresse tout le monde déjà, où on est sûr que tout le monde va avoir une motivation certaine. Une fois qu'on a l'intérêt de chacun, on a l'attention de chacun, là, il faut rendre la chose digérable. C'est-à-dire qu'on va pas changer les choses dans un grand coup de pelle, on va changer les choses par petites touches. Donc, il va falloir donner faire en sorte que la chose à changer soit simple, triviale pour les gens au départ. Okay. Et voilà. Donc, en gros, une fois que tu as l'intérêt le projet clé, qui a aussi un intérêt financier, parce que tant qu'à faire, autant faire un exercice sur tu vois, en général, quand il y a l'intérêt de tout le monde sur un projet dans une autre société, c'est qu'il y a un intérêt financier quelque part. Ouais. Et donc, de casser ce projet en petites pièces pour s'assurer que chaque petit bout du projet soit bien compris par tout le monde, bien délégué à chacune des personnes, que les responsabilités soient bien claires, d'accompagner dans chaque moment chaque petite étape qui ont été divisées et de s'assurer qu'à chaque étape, il y a que la compréhension et l'alignement restent en fait. Okay. Et ça, c'est en prenant souvent le feedback, en gardant une communication très fluide, en étant vraiment investi en tant que... Et en étant aussi une référence. Ça ne doit pas rester à terme la position qu'on a, mais en tout cas, en restant la référence, celle à qui on peut poser des questions, la personne qui va prendre les choses en main si quelqu'un est bloqué, la personne qui va ouvrir ses oreilles quand il faudra prendre les plaintes, etc. Je veux dire, ce n'est pas un chemin facile, mais en tout cas, trouver un intérêt commun,
faire des tout petits morceaux du projet pour que ça ait l'air facile à chaque étape. Et au fur et à un moment, quand on se retourne, on se dit « Hey, regarde tout ce qu'on a fait !» Alors qu'en fait, on n'a fait que des petits bouts de choses tous ensemble pendant une période. Et de la patience. Est-ce qu'à ce moment-là, le rôle de cette personne qui est justement en train de chercher à créer cette transformation-là, c'est pas de un peu créer ce mindset-là chez les autres aussi? Donc, ce qui veut dire que, en fait, de manière à les rendre autonomes à la fin à la fin de ce premier projet-là, les rendre assez autonomes pour qu'elles puissent, elles, justement, rentrer dans cette nouvelle, je dis nouvelle culture, mais pas forcément un changement drastique de culture, là, mais dans cette nouvelle manière de procéder et de faire. Ouais. J'imagine que ça va être l'ambition de chaque personne qui veut créer le changement, parce que comme ça, on a besoin de déployer une énergie considérable pour ça, c'est bien si on ne tire pas à chaque fois le chariot tout seul, quoi. Ouais. Donc, je dirais que ça, c'est le but ultime, c'est de se dire que notre projet, la démarche, le changement qu'on est en train d'instiller inspire les gens autour. Et là, comment on peut s'assurer de ça? C'est en montrant des résultats. En montrant des résultats, que ce soit des bons ou des mauvais résultats. Hein. Je veux dire, on ne doit pas juste dire « Ah, si ça n'a pas fonctionné, tant pis. » Qu'en tout cas, on embarque les personnes dans l'apprentissage. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui fonctionne, on en parle et on fait du bruit avec. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on en parle. On ne parle pas juste « Regardez comme on a raté, on est nul ». Non. Regardez, on a essayé ça. On a tous cru que c'était une super idée. Regardez comment sur papier ça marche bien. Ça, on a fait. Et en fait, regardez, ça n'a pas marché comme on l'a voulu, mais regardez ce qu'on a appris. Ouais. Parce que quand on rate un truc, ce n'est pas forcément juste un échec. C'est en fait aussi la chose. On va apprendre quelque chose qui va nous permettre de trouver la vraie solution. Ouais. Tous les gens qui ont réussi un truc, c'est parce qu'ils en ont raté 1000 avant. Ouais. Et donc, d'avoir cette démarche, ça donne, les gens sont curieux par nature. Hein. Ok, il y a des gens plus curieux que d'autres, mais par nature, quand tu vas tous les jours faire ton taf, tu as, du moment où tu as encore la passion, parce qu'on trouvera toujours une exception à tout, mais du moment où tu as toujours l'envie de faire un travail bien fait, d'avoir des informations sur comment les choses se passent, ne pas travailler à l'aveugle, c'est quelque chose de très satisfaisant pour tout le monde. Et donc, d'apporter à chaque fois les différents éléments d'apprentissage. Pour moi, c'est comme ça qu'on instigue aussi le mindset, parce que quand on rend curieux les gens avancent tout seuls. Ouais. Parce qu'une fois qu'ils sont curieux, ils font les choses eux-mêmes, ils trouvent des idées. Le nombre de fois où, en montrant des résultats simples, random, hein, des analytics, des learnings, des choses comme ça, à des équipes qui, en général, n'ont pas les mains dessus, le nombre de fois où j'ai eu des super retours avec des idées incroyables, les gens sont créatifs, les gens sont curieux, laissez-leur être ce qu'ils sont. Je pense que ça, c'est le gros point. Laissez-les être. Je pense qu'en entreprise, c'est quelque chose qui est difficile pour plein de gestionnaires de laisser les employés ou les collaborateurs être. Je pense que cette envie de contrôler, je pense qu'elle vient peut-être avec l'idée d'avoir une entreprise, mais cette envie de contrôler, elle est très, très présente et pourtant, je ne pense pas qu'elle soit si fonctionnelle que ça. Je ne pense pas qu'elle fonctionne tant que ça, en fait. Non. Je pense pas non plus. Je pense pas non plus, mais c'est un système qui est vieux et du coup qui est bien installé. Et je pense que le contrôle permet de rassurer beaucoup de gens, ce qui est dommage, de ne pas trouver de manière de se rassurer autrement que ça. Mais si on donne de la responsabilité aux gens, ils sont plutôt satisfaits, quoi. Ouais, totalement. Ouais, c'est vrai. C'est drôle, je parlais avec plusieurs personnes, je disais tout le temps, quand quelqu'un arrive dans une entreprise, son niveau d'enthousiasme est ici, là. Je veux dire, il veut travailler. Quand il commence à baisser, il faut se dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas à l'interne. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. Il ne vient pas en se disant, je ne vais rien foutre de mes journées, puis je vais m'emmerder au travail. Il vient en se disant, je veux prouver, je veux participer, je veux… Alors, on doit retourner le miroir un peu plus au niveau de la gestion, en fait, je trouve, pour voir ce qui ne fonctionne pas généralement quand l'engagement des employés ou des collaborateurs commence à baisser. En terminant, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à avoir gagné le buy-in? Je ne sais pas comment dire buy-in en français, là, donc je dis buy-in, là, du comité de direction, du comité exécutif. Comment tu aides? Alors, tu veux dire en consultant ou avec le coaching? Le coaching. On reste sur le coaching. Et donc,
En soi, c'est des histoires de confiance, ça, par contre, aussi. Bon, évidemment, il y a des méthodes, tu vois, de présentation et de choses comme ça. Voilà, ça, l'expérience fait qu'à un moment, tu sais comment présenter à des directeurs des résultats ou des idées, etc. Donc, il y a évidemment un petit côté un peu pratico-pratique, mais souvent, c'est dans l'attitude, hein, il n'y a rien à faire. C'est de venir avec un vrai concept, quelque chose dont on est sûr, pas parce que ça va marcher, sûr parce qu'on on est sûr de sa méthode, on est sûr de sa méthode. Et donc, de venir avec une idée qui répond à un besoin. Il faut faire attention à son audience, évidemment. Donc, on revient sur l'audience à chaque fois. Mais pareil, si là, on a un board de directeurs qui attend ça peut être hyper stressant. Ouais. Donc, il faut travailler un peu sur le côté de confiance, tout ce qui est émotionnel autour de devoir se mettre devant des gens et de parler. Hein. Ce n'est pas un exercice simple pour tout le monde. En fait, ça, c'est jamais un exercice. Jamais, ouais, c'est ce que j'allais dire. Je me suis sentie des ailes. Aujourd'hui, je dois être en méga forme. Ce n'est jamais un exercice simple, spécialement quand on attend quelque chose en retour. Ouais. Et donc, de travailler un petit peu sa confiance, les émotions, etc. Et puis, eh bien, l'attitude qu'il faut adopter lorsque l'on veut convaincre, lorsque l'on veut embarquer les autres dans son histoire. Et ça ne se fait... Alors, évidemment qu'un Excel ou un graphe, des résultats, ça fait toujours bien et ça fait partie des choses très pratico-pratiques. Mais il y a aussi la manière dont on amène les choses, dont on les présente, qui fait que voilà. Après, il y a aussi tout un environnement. En général, c'est très politique, hein, une entreprise. Donc, évidemment, se pointer tout seul devant un board de directeurs sans avoir aucun sponsor derrière, bon, ça peut être compliqué aussi. Donc, voilà, il y a aussi des choses un petit... Il faut assurer ses arrières d'une manière ou d'une autre, pas parce que l'environnement est hostile, mais parce que c'est une structure organisée. On n'est pas en démocratie dans une société. Oui. Du coup, il faut faire attention à comment on amène les choses, avec qui, etc. Donc, il faut créer son réseau dans l'entreprise. Ouais. Alors, ça plaît ou ça ne plaît pas, hein, l'histoire de politique qu'on appelle la politique, mais un réseau en entreprise, ça permet de faire avancer les choses, que ce soit pour sa carrière, que ce soit pour des projets. C'est un système dans lequel il faut s'intégrer si on veut y jouer. Oui, si on veut y jouer, effectivement. Écoute, merci beaucoup. J'aimerais savoir si notre public veut te contacter. Comment je failli dire téléspectateurs, mais non. Les auditeurs. Oui, c'est ça. Si nos auditeurs veulent te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre? Eh ben, c'est facile, je suis partout. Alors, donc mon nom, c'est Amélie Behrens. Je suis sur LinkedIn, donc tu peux leur partager mon lien LinkedIn. Et il y a aussi mon site web où j'explique un petit peu tout ce que je fais, où on peut retrouver le podcast, s'inscrire à la newsletter, découvrir ce que je fais. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué de me contacter. Il ne faut pas hésiter, que ce soit en message direct ou... voilà, il y a plein d'options. Donc, n'hésitez surtout pas. Je serais ravie de vous rencontrer. Et je confirme, Amélie, elle est très accessible. Sur son site, il y a tellement de ressources qu'elle donne généreusement, gratuitement et qui allument et puis qui permettent de comprendre beaucoup de choses aussi. Donc, oui, je vais mettre aussi le lien pour le site parce que ce serait super intéressant pour les gens de l'avoir. Si tu peux le dire, parce que ceux qui vont l'écouter sur Spotify et autres, ils ne l'auront pas. Si tu peux nous dire le site internet pour qu'eux autres ils puissent le noter. Donc, c'est ameliebehrens.com. Amélie, voilà, comme le prénom, hein, Behrens, B-2-E-R-E-N-S. Et oui, je ne l'ai pas choisi. .com. Voilà. D'accord. Écoute, merci beaucoup, Amélie, et merci à vous tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. On se revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup, c'était très sympa.